Bonjour à tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine. Nouvelle saison, nouvelle émission, plus condensée, faisant la part belle au reportage, mais laissant toujours la place au débat. Dans un instant, vous allez découvrir les habits neufs de Sinosphère. Et pour cette première émission de la rentrée, nous allons parler manifestations sociales en Chine. Dans les campagnes ou en ville, ouvriers migrants ou col blanc, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur ras-le-bol contre l'inflation, la corruption ou encore les inégalités sociales. La Chine est-elle au bord de la crise de nerfs? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant. Mais tout de suite, voici le sommaire de Sinosphère. En Chine, la révolution du jasmin n'a pas eu lieu. Pourtant, malgré un contrôle social renforcé, les mouvements contestataires se multiplient. Qui sont ces manifestants qui osent braver les forces de police? Quelles sont leurs revendications et quels risques prennent-ils en défiant ainsi les autorités? Dès que je suis arrivée à Pékin, j'ai été arrêtée et enfermée dans une prison noire. À chaque fois que je venais dans la capitale, j'étais enfermée encore et encore. Jacquerie paysanne, révoltes ouvrières, émeutes urbaines, la grogne sociale est multiforme. Mais un phénomène récent inquiète le gouvernement, la mobilisation des classes moyennes. Qui sont ces nouveaux contestataires et quelles sont leurs méthodes? Ayez confiance, si vous êtes unis, si vous élisez vos représentants à l'Assemblée nationale, vous pourrez résoudre tous les problèmes. La Chine se trouve-t-elle aujourd'hui au bord de la crise de nerfs? Et nous voilà sur le plateau de Sinosphère qui a établi son quartier général au musée Guimet. Et je suis en compagnie de mes deux invités. Martine Bullard, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Monde diplomatique, spécialiste de l'Asie et auteur de l'Occident, malade de l'Occident chez Fayard. À vos côtés, Jean-Philippe Béja, bonjour. Vous êtes sinologue, directeur de recherche au CNRS et au CERI Sciences Po. Et vous venez de publier La philosophie du porc chez Gallimard. Il s'agit en fait de textes de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix que vous avez traduit. Merci à tous les deux d'être avec nous pour parler des manifestations sociales en Chine. On va tout de suite regarder un documentaire réalisé par Séverine Bardon et Manuel Rambaud. Les autorités chinoises les appellent pudiquement « incidents de masse ». L'an dernier, près de 90 000 manifestations, pacifiques ou violentes, ont été recensées dans les villes et campagnes du pays. Arrêt de travail, pétitions, résistance aux expropriations, les mouvements sociaux se font de plus en plus nombreux, aux grandes dames du gouvernement qui avait fait de la société harmonieuse le mot d'ordre de sa politique. Le visage de la contestation traditionnelle, ce pourrait être celui de Zhang Xiaolu. C'est dans un parc isolé, à l'abri des regards, qu'elle accepte de raconter son histoire. Originaire d'une zone rurale, spoliée par un cadre local, elle est venue chercher de l'aide à Pékin. Comme des milliers d'autres pétitionnaires, elle a tenté de déposer une plainte auprès du gouvernement central. Elle n'a obtenu qu'une réponse, un passage à tabac. En 2007, je suis venue pétitionner à Pékin. Mais j'étais enfermée dans des prisons noires plusieurs fois. Je ne sais même pas où c'était. C'était une espèce de centre de rétention. Quand je suis ressortie du centre, ma jambe... Regardez dans quel état j'étais. Regardez, j'avais des marques partout, sur toute la jambe, tout le corps. Le système des pétitions est le seul canal légal pour régler les différends entre les citoyens et l'administration. Mais seules 2 plaintes sur 1000 sont traitées par les autorités. À Pékin, les pétitionnaires ne sont pas les bienvenus. Leur désillusion peut être cruelle. J'ai compris en un an de pétition à Pékin que ce sont tous les mêmes. En haut et en bas de l'administration. De haut en bas, ce n'est que corruption, partout. Ça ne sert à rien de faire des pétitions. Certains pétitionnaires luttent en vain pendant des années. Regroupés dans un quartier pauvre de la capitale, mis au banc de la société, ils sont victimes d'une répression quotidienne. Les autorités redoutent que ces plaintes individuelles ne parviennent un jour à se fédérer. L'apparition d'Internet et des réseaux sociaux est en train de changer le rapport de force. Le créateur de ce site, qui a attiré plus de 3 millions de visiteurs, l'a bien compris. Yao Bo, l'un des 20 blogueurs les plus influents du pays, se sert d'Internet pour diffuser ses idées et rassembler ceux qui les partagent. La vitesse de communication est peut-être 100 fois plus rapide que dans les médias traditionnels. Et on peut toucher beaucoup plus de gens. Dans ce contexte-là, le gouvernement n'a plus les moyens d'exercer un contrôle sur nos échanges.
Internet a ouvert la voie à d'autres modes de contestation, à la fois plus spontanés et mieux structurés. Veille sociale, défense des droits, plaidoyer démocratique, les sites chinois révèlent un dynamisme militant insoupçonné. Une nouvelle génération d'activistes, éduqués et bien informés, est née avec la toile. Pelouse soigneusement entretenue, grande maison dans un quartier huppé de la capitale, Shu Keqin a tous les attributs du nouveau riche pékinois. Mais quand son téléphone sonne, ce n'est pas pour parler affaires. Il faut d'abord leur envoyer un fax. D'accord ? Personne ne doit pouvoir dire que ces élections ont été mal organisées. Non, par téléphone, cela ne suffit pas. C'était le représentant des propriétaires d'une résidence. Ils sont en train d'organiser les élections du conseil de copropriété, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Shu Keqin fait partie des Chinois qui se sont enrichis grâce aux réformes économiques. Mais aujourd'hui, ces centres d'intérêt ont changé. On ne s'intéresse plus à l'argent, aux biens matériels. Moi, quand j'ai du temps, je vais rencontrer les gens. Je fais des conférences dans les résidences, je les aide à s'organiser, je leur parle de l'intérêt collectif, je leur fais partager mes idéaux. Shu Keqin se consacre désormais à la cause des propriétaires. Il les aide à élire des représentants, à résoudre les litiges avec les promoteurs et les sociétés de gestion. L'apparence est anodine, mais l'ambition est tout autre. Shu Keqin s'inscrit dans la lignée des nouveaux activistes chinois, les défenseurs des droits, qui restent dans les limites de la loi, mais l'utilisent au maximum pour lutter contre les abus de pouvoir. Le maire de Pékin a promulgué une loi qui dit que si plus de 5% des propriétaires d'une résidence le réclament, il est obligatoire de créer en moins de 60 jours un conseil syndical représentant les propriétaires. Des réunions comme celle-ci, il en a organisé des centaines. Le discours est bien rodé, le public est rapidement conquis. Le professeur Shu en profite pour élargir son propos. Et pensez aussi aux élections des députés. Pour les élections locales, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Et la personne que vous choisissez, elle sera investie du pouvoir du peuple. Et les policiers ne pourront pas l'arrêter. Shu Keqin agit à petite échelle. Et les références de ses interlocuteurs le laissent parfois perplexe. Mais quand les classes moyennes se mobilisent, le résultat peut être spectaculaire. À Dalian, en août dernier, plusieurs milliers de manifestants ont exigé la fermeture d'une usine chimique potentiellement dangereuse. Ils ont obtenu gain de cause. Mise sous pression par une classe moyenne plus revendicatrice et mieux organisée, les autorités chinoises acceptent, parfois, de céder du terrain. Martine Bullard, on vient de voir dans ce documentaire plusieurs formes finalement de la contestation sociale. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, le grand danger de la Chine? Nous, c'est l'économie, la dette. En Chine, est-ce que c'est vraiment le danger social? Peut-être que c'est une chance pour la Chine et pour les Chinois, précisément, qu'il y ait des gens qui luttent. Des gens qui luttent, comme on l'a vu dans le reportage, pour des droits sociaux ou pour des droits des propriétaires, par exemple, ou pour des droits humains, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, est-ce que ça peut menacer d'explosion plus avant pour mettre à bas le régime? Vous savez, le propre des révolutions, c'est que 5 minutes avant qu'elles aient lieu, on ne sait pas si elles vont avoir lieu. Donc, personnellement, en l'état actuel de nos connaissances, on peut penser qu'il n'y a pas de danger immédiat. En même temps, il y a 2 mois, on disait la même chose sur la Tunisie. Il y a 6 mois, on disait la même chose sur la Tunisie. Alors justement, donc, le parallèle est évidemment, on l'a tous en tête. Jean-Philippe Béja, un scénario en Chine, on a vu peut-être une ébauche de la révolution de Jasmin. Est-ce qu'un scénario type Égypte, type Tunisie, est-ce que vous pensez que c'est réalisable en Chine? Est-ce que finalement toutes ces manifestations qui sont protéiformes, qui ont des origines diverses, est-ce qu'elles pourront trouver un dénominateur commun et qui serait finalement de renverser le régime? Est-ce que c'est envisageable? En
tout cas, c'est ce que le régime veut éviter à tout prix, et c'est le cas depuis 1989, depuis la répression du mouvement de Tiananmen. On a toujours cherché à isoler, circonscrire, isoler les mouvements les uns des autres. Alors, ce qui se passe depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'il y a de l'agitation sociale en Chine. Elle existe. C'est un thème récurrent. Oui, c'est un thème qui n'a pas arrêté, et effectivement, avec le développement de l'Internet, etc., on a une plus grande information sur ce qui se passe, et on voit aussi diverses catégories sociales qui se mobilisent et qui descendent dans la rue, qui défendent leurs droits. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la société chinoise depuis au moins une dizaine d'années, c'est cette conscience croissante des droits, ce qu'on appelle la conscience de la citoyenneté. Avec des droits, pas uniquement le droit de l'homme au sens traditionnel, mais les classes moyennes qui se battent finalement pour vivre mieux. Oui, mais très souvent, les gens se rendent compte qu'en l'absence de droits fondamentaux, ce qu'on appelle les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme, il est très difficile justement de faire avancer les autres droits. Un autre aspect qui est important, c'est qu'on voit une généralisation des répertoires d'action. Par exemple, les promenades qui ont commencé en 2006 à Xiamen, qu'on a vu aussi aujourd'hui à Dalian, avec une manifestation des classes moyennes. C'est ce que demandait aussi l'appel à la révolution du jasmin. Eh bien, l'an dernier, pendant les grèves des ouvriers du Guangdong, ils ont appelé aussi à faire des promenades. Donc, on a une espèce de langage de la contestation, de répertoire de la contestation qui est en train de traverser les classes. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est la grande nouveauté. Martine Bullard, justement, sur cette manifestation des classes moyennes, on l'a vu récemment, il y avait le cas de Dalian. Les classes moyennes sont descendues dans la rue pour lutter contre cette usine très polluante. Et finalement, là, le gouvernement a cédé du terrain. Absolument. Donc, est-ce que finalement, il y a vraiment deux poids, deux mesures, ou est-ce que finalement, le gouvernement va céder sur les classes moyennes, et tout en reprenant toujours en main, dès qu'il s'agit de la liberté de la presse, de droits de l'homme plus traditionnels? Oui, c'est-à-dire que ce qui est caractéristique des manifestations, que ce soit les couches moyennes, soit les ouvriers, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, de contestation du régime. C'est-à-dire les luttes se font au nom de la légalité, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers le pouvoir et disent au pouvoir « appliquez vos lois ». Sur la pollution italienne, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le cas notamment des pétitionnaires aussi. Absolument, c'est le cas des pétitionnaires. C'est le cas un peu partout dans les usines aussi. Ils demandaient tout simplement que soit appliqué le droit du travail qui était notoirement violé. Alors, est-ce que le pouvoir va favoriser plutôt les couches moyennes ? Je pense qu'il travaille à la godille, c'est-à-dire quand ça devient extrêmement fort, il cède. Quelquefois, d'ailleurs, il cède sur les revendications et il réprime la tête des gens qui sont à la tête des manifestations, pardon. Donc, ils travaillent sur les deux. Je veux simplement dire, par rapport à la Tunisie, il y a une très grosse différence. C'est que quand même, globalement, ces 10 ou 15 dernières années, la population vit mieux qu'il y a 15 ou 20 ans. Je dis globalement parce qu'hélas, il y a des gens qui vivent moins bien, mais globalement. Et donc, le sort s'est amélioré. Ça joue, ce n'est pas le cas de la Tunisie. Et l'autre chose, enfin, me semble-t-il, c'est que les couches moyennes qui sont en train de se battent sur des revendications sociales, mais ne se battent pas tellement sur des revendications démocratiques et politiques. C'est très marginal, ceux qui se battent, Telia Saobo ou d'autres. C'est vraiment à la marge. Même dans une partie des couches moyennes, et je ne pense pas que vous me démentirez, mais qu'on rencontre, c'est de dire, si on donne le droit de vote aux paysans, si on donne le droit de vote à ces gens qui sont un peu grossiers, qui n'ont pas d'éducation, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Et donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça n'existera pas plus tard, pour l'instant, ça conforte d'une certaine manière le pouvoir chinois. Alors un pouvoir conforté, mais qu'on sent de plus en plus fébrile, et notamment un chiffre, plus de 60 milliards d'euros alloués à la sécurité intérieure. C'est équivalent, voire supérieur au budget de la défense. Donc un régime qu'on imagine un petit peu fébrile néanmoins. On va tout de suite s'intéresser à ces défenseurs des droits de l'homme. Et je vous propose de regarder tout de suite un reportage sur ces personnes qui se battent au quotidien pour les droits de l'homme. On va notamment voir l'avocat de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix qui est aujourd'hui en prison. Au cœur des mouvements contestataires se trouvent souvent ce que l'on appelle les avocats aux pieds nus. Shang Baotun représente le prix Nobel Liu Xiaobo en prison depuis fin 2008. Pour cet avocat très militant, la loi peut être une arme efficace quand elle n'est pas manipulée par le pouvoir. Cet article de loi va bientôt être promulgué, c'est une nouvelle disposition.
Je pense qu'il va beaucoup gêner le travail des avocats dans le futur. En Chine, le travail des avocats est souvent difficile et risqué. L'implication de Shang Baotun dans le procès de Liu Xiaobo lui a valu quelques frayeurs. Oui, mes activités m'ont attiré pas mal de problèmes, à ma famille aussi. Ma mère a plus de 80 ans, mais elle reçoit souvent des avertissements, parfois même des menaces directes. Malmené par la police à la sortie du tribunal, contraint de relocaliser son cabinet, Shang Baotun continue néanmoins à exercer son métier, mais d'autres ont eu moins de chance. Liu Hantun a été arrêté plusieurs fois. Il n'est pas avocat, mais il est considéré comme un défenseur des droits, une étiquette qui lui a coûté très cher. Tabassé par des hommes de main, il est resté handicapé. Aujourd'hui, il n'ose plus parler en public, mais ne cache pas son pessimisme. Je ne sais pas vers quoi se dirige notre société, mais d'après mon expérience, je dirais que le gouvernement n'acceptera jamais de céder du pouvoir. Au niveau local, les gens qui se font réprimer et l'ensemble de la société en ont assez. Ils ne veulent pas forcément des droits de l'homme, mais aujourd'hui, même le droit de vivre, ils n'arrivent plus à le protéger. En Chine, plusieurs avocats et défenseurs des droits sont actuellement en prison ou assignés à résidence. Jean-Philippe Béja, on vient de voir Shang Baotun, donc qui est l'avocat de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, qui est aujourd'hui en prison. Donc vous avez notamment traduit plusieurs textes. Le quotidien de cet avocat, défendre le prix Nobel de la paix, qui est finalement l'ennemi public de la Chine. Oui, c'est depuis le début des années 80, on a enfin un minimum de droits en Chine, ce qui fait que les contre-révolutionnaires ou les gens qui sont accusés peuvent avoir des avocats, ce qui est déjà un progrès. Alors avoir un avocat, mais est-ce que ça sert à quelque chose finalement bien sûr, dans le droit chinois? Ça, c'est autre chose. Ce qui se passe, c'est qu'on a depuis quelques années la volonté de défendre les droits. C'est ce qu'on appelle le mouvement de défense des droits, dans lequel les avocats ont joué un rôle très important. Alors dans le cas de Liu Xiaobo, dans le cas des dissidents politiques, c'est pratiquement inutile dans la mesure où le verdict est fixé déjà par la commission du parti. Et de toute façon, la justice reste très largement soumise à la direction du parti. C'est dans la Constitution et les comités du parti jouent un rôle très important. Mais malgré cela, un certain nombre d'avocats sont venus au secours des victimes du régime. C'est ce mouvement de défense des droits qui prend le pouvoir au pied de la lettre et qui dit, puisque nous avons la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'organisation, eh bien voilà, nous allons nous battre pour les faire appliquer. Alors, des avocats l'ont fait, mais ce qui s'est passé depuis l'appel à la révolution du jasmin au mois de février, c'est que le pouvoir, qui jusque-là harcelait ces avocats, mais n'osait pas sévir véritablement contre eux, a décidé de les arrêter, de les emmener dans des endroits inconnus, de les menacer, de les frapper, de les torturer et de les relâcher avec pour consigne de se taire. Donc on a un véritable problème pour cette défense des droits fondamentaux. On disait tout à l'heure, ils ne remettent pas en question le régime politique. Ils se rendent compte aujourd'hui de plus en plus que pour pouvoir effectivement mettre en œuvre la légalité du régime, on est obligé de s'opposer au Parti communiste. Alors évidemment, personne ne le dit, c'est la vieille chose de James C. Scott, on utilise le langage du pouvoir, mais en réalité, on l'utilise contre le pouvoir. Donc cette situation des défenseurs des droits de l'homme est très grave. Alors là, il s'agit d'avocats qui ont véritablement pignon sur rue, mais vous avez tout ce qu'on appelle les avocats aux pieds nus, qui sont des pétitionnaires, qui eux-mêmes se sont formés au droit et viennent aider les victimes d'abus de toutes sortes. Les paysans expulsés, les citadins expulsés, et ceux-là, alors, sont eux aussi victimes d'une très forte répression. Alors, Martine Bullard, justement, est-ce qu'encore une fois, dans par exemple, l'avocat de Liu Xiaobo, on se doute bien que lui, son quotidien doit être un petit peu difficile pour exercer sa profession. Est-ce que ceux qui vont défendre, par exemple, les propriétaires, les personnes expulsées, est-ce qu'il y a plus de chances, en fait, que
qu'ils obtiennent gain de cause pour leurs clients? Il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans les excès d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas que des avocats en prison en Chine. Voilà. Il y a ce qui est neuf, ce qui a été neuf à partir des années 80, c'est la présence d'avocats et la présence d'avocats pouvant défendre notamment ceux qui n'ont pas pignon sur rue, c'est-à-dire les salariés dans les usines, les propriétaires. Donc ça existe quand même, des avocats qui s'occupent des personnes les plus démunies, peut-être. Et ils ont beaucoup de courage, parce qu'effectivement, ils doivent lutter contre leur environnement. Effectivement, c'est l'arbitraire, donc ça peut tomber dans un... ils peuvent tout d'un coup être soumis à signer à résidence, tout d'un coup, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on l'a vu, on a vu ces avocats quand même se développer et développer leur action. Et puis on a vu le rôle d'Internet. Et enfin, il y a un troisième élément, je crois qu'il faut le dire, c'est qu'il y a à l'intérieur du Parti communiste chinois d'une part et chez les intellectuels d'autre part, une volonté de bouger les choses. Nous, on en a publié, le Monde diplomatique a publié un texte d'une 4 ou 5 sociologues chinois qui travaillent à Pékin et qui disent on ne peut plus continuer comme ça. Justement, ils reprennent votre chiffre sur le budget de la sécurité intérieure qui est supérieur au budget militaire et ils disent on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment qu'on change, il faut vraiment qu'il y ait des libérations publiques, il faut des libertés, il faut des négociations, il faut, alors ils ne disent pas des syndicats parce qu'ils n'ont pas le droit de dire il faut des syndicats indépendants, mais ils disent il faut des organisations qui défendent les travailleurs. Donc il y a à l'intérieur même de la Chine et qui n'est pas totalement du côté des dissidents, mais à l'intérieur, des gens qui veulent bouger et qui espèrent faire bouger de l'intérieur. Y arriveront-ils? Ça, c'est une question à laquelle, évidemment, je ne peux pas répondre. C'est la question à 30 yuan, voire plus. Jean-Philippe Béja, la Chine se prépare à un changement de régime en 2012. Enfin, changement de régime, changement à la tête du pouvoir. Que sait-on finalement rapidement d'un mot de Xi Jinping? Est-ce que lui, donc, il pourrait prendre la succession de Hu Jintao? Est-ce qu'il serait plutôt tendance dure ou plutôt réformatrice? Il est extrêmement difficile de le dire. Il apparaît plutôt comme une tendance dure, mais on ne peut rien savoir avant qu'il arrive aux affaires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sociologues dont on parlait ne sont pas d'abord des gens de la direction du parti, mais c'est vrai qu'au sein de la direction du parti, on a un débat, enfin en tout cas, certains pensent que la stabilité, ce n'est pas le silence, ce n'est pas justement le Weiwen, mais c'est au contraire l'installation de canaux d'expression directe. Malheureusement, on ne sait pas à quel niveau ces gens se trouvent. On a les déclarations de Wen Jiabao, mais Wen Jiabao, le Premier ministre, va partir, et jusqu'à maintenant, les nouveaux dirigeants n'ont absolument pas pris position sur cette affaire. Alors, la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que la crise devenant de plus en plus sérieuse, un certain nombre de gens à l'intérieur de la nouvelle direction vont essayer de relancer un dialogue avec la société. Alors, c'est quelque chose de très risqué, parce qu'on a le précédent de 1989, de Zhao Ziyang, et les dirigeants du Parti communiste ont très peur d'arriver à une solution gorbatchevienne. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe, ce développement de la prise de conscience de la nécessité de défendre les droits à l'intérieur de la société. Est-ce qu'il trouvera un débouché politique? En tout cas, il faut regarder de façon très sérieuse les développements qui se passent à l'intérieur de la société chinoise. C'est ça qui est essentiel, mais bien sûr, le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils vont se traduire, est-ce que Xi Jinping et Li Keqiang vont effectivement faire comme dans la première année ce qu'avait fait Hu Jintao, c'est-à-dire donner un espèce de signal positif à la société et malheureusement, après, reprendre les choses en main. Rappelons-nous, voilà. 2002, c'était ça. C'est donc 2012, évidemment, voilà, 2002, donc il y a 10 ans, on était finalement dans la même situation. Rendez-vous dans 10 ans, on essaiera de se donner rendez-vous peut-être bien avant. Merci. Martine Bullard, je rappelle donc que vous êtes rédactrice en chef du Monde diplomatique et vous êtes spécialiste de l'Asie et vous avez publié L'Occident, malade de l'Occident, paru chez Fayard, et à vos côtés Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS et au CERI, et vous venez de traduire une série de textes de Liu Xiaobo, le prix Nobel dont on parlait à l'instant, La philosophie du porc, et c'est paru chez Gallimard. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, soyez patients et à bientôt.